Na fanyongore roga dem no kolum o fanyin fany te wachacha. Ibrahima Diakhaté. O fany fanyongore roga dem no kolum o fanyin fany te wachacha. Soke no Senegal o fe na fia ye to leng ye keran soke na Senegal o fe na fia ye to leng ye keran Mongi mana fa o fashe ore fasal makor o Cheikh Mariande Am Fatou Cham Golla o soke na Senegal o fe na via ye to leng ye keran Le diplôme n'est pas une fin en soi, mais une présomption de compétence. Une présomption de compétence qui offre au titulaire la possibilité de tester ses connaissances à l'épreuve de la vie professionnelle. Dans cette nouvelle phase de vos parcours respectifs, je vous invite à réfléchir ensemble sur l'éthique du travail et de la responsabilité. Et je voudrais m'appesantir sur ces deux dimensions. L'éthique du travail et de la responsabilité, qui, à mes yeux, doit accompagner et valoriser toute carrière digne de respect, qu'elle soit publique ou privée. L'éthique du travail et de la responsabilité suppose d'abord que l'exercice de toute activité professionnelle puisse allier le savoir, le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être, la tenue et la retenue. Ces qualités n'habitent que les meilleurs esprits. Ceux qui, occupés par le travail, cherchent la performance et se bonifient avec le temps. Au demeurant, si la manière de faire peut changer au gré des mutations techniques et scientifiques, le culte du travail a toujours déterminé le progrès des peuples. À travers les âges, le travail s'est imposé à l'homme dans sa quête de subsistance et de richesse, mais également dans sa quête de dignité et de vertu. Sa dimension éthique et philosophique est résumée dans la célèbre phrase de Voltaire: « Le travail éloigne de nous trois grands mots, disait-il, l'ennui, le vice et le besoin. » Le travail a aussi nourri et agité la pensée économique depuis Adam Smith, David Ricardo, John Stuart et Karl Marx, entre autres, pour ne citer que quelques classiques, jusqu'à l'ère moderne de la robotisation et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Dès lors, la grande question éthique de nos jours est celle de notre rapport au travail. Notre rapport au travail.
C'est une grande problématique dans notre pays. Pourquoi se plaindre du travail alors même que d'autres en cherchent? Pourquoi remettre à plus tard le travail qui doit être fait tout de suite, sachant que le temps perdu ne se rattrape jamais? C'est ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination, c'est le fait de toujours renvoyer à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Donc il faut éviter de procrastiner. Pourquoi faire mal son travail alors que, pour reprendre Nicolas Poussin, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait? Alors, ces questions renvoient chacun de nous à sa propre conscience et nous interpellent collectivement sur le projet de société que nous devons bâtir pour rattraper notre retard dans le processus de développement. Nous sommes condamnés, nous sommes sommés, comme disait un célèbre penseur, Aimé Césaire, je vais citer, nous sommes sommés de faire à coups d'années ce que les autres ont fait à coups de siècles. C'est ce que j'ai résumé dans le concept de fast track. Nous devons faire du fast track un marqueur de ma vision, un marqueur dans la conduite des initiatives et projets publics pour assurer un développement économique et social rapide dans nos États. C'est ce que j'appelle le temps de l'action qui exige de travailler vite, bien et de livrer à temps. Et il me semble que si nous voulons avancer sur la voie de l'émergence et du développement, il n'y a pas d'autre alternative à cette exigence. Seul le travail donne vie à l'ambition. Ce faisant, le devoir de solidarité intergénérationnelle nous oblige également à transmettre l'éthique du travail à nos enfants en leur enseignant les valeurs de l'effort. Valeurs de l'effort. Le Sénégal, on dit « Khalis ken du ko liggéey dañ koy lijjanti ». Ça, c'est catastrophique. Faire croire que la richesse n'est pas le fruit de l'effort, mais juste de micmac, n'est pas une valeur qu'il faut promouvoir. Il nous faut également de la résilience et de la discipline. Chers lauréats, mesdames et messieurs, le deuxième volet de la réflexion à laquelle je vous convie porte sur l'éthique de responsabilité. De nos jours, l'éthique de responsabilité se pose avec autant, sinon plus d'acuité que l'éthique du travail. À cause de la volonté ou de la course effrénée vers la notoriété, l'explosion des réseaux sociaux, nous devons, à travers la protection de l'ordre public et de la vie privée, je suis heureux d'être face à deux grands généraux de l'armée sénégalaise, en deuxième section, comme on dit, parce qu'un général n'est jamais à la retraite, sauf s'il est fautif, s'il commet une faute lourde. Heureusement que nous n'en avons pas au Sénégal. Donc, la question de l'ordre public dans nos États, dans nos espaces, exige que l'exercice de toute responsabilité soit encadré par les lois et règlements qui s'y attachent. C'est un impératif minimum de la vie en société. Il en est ainsi de l'activité professionnelle régie par les règles de la déontologie. Ça, c'est extrêmement important pour les experts comptables. Les règles de la déontologie, du secret professionnel et de l'obligation de réserve. C'est là où le bas blesse. Le secret médical doit être gardé par les médecins. Mais chaque fois qu'un malade se prend, on dit « Ah, Wajide, son cœur bat comme ça, il a ceci, il a cela, etc. » C'est un problème.
l'exercice permanent et ponctuel d'une activité qui donne accès à la vie privée, qui donne accès aux données personnelles ou une information sensible touchant au bien commun ne doit en effet pas conduire à des dérives aux dépens d'autrui ou au préjudice de l'ordre public. Je ne parle pas ici de l'obligation réditionnelle et de transparence qui régit la gouvernance des affaires publiques. Ça, ce sera aussi votre quotidien. Mais je pense surtout, et en particulier, à la frénésie d'un déballage fait de violation du secret professionnel, de manipulation de l'opinion et d'accusations sans preuve, souvent diffusées à grand débit. En réalité, l'ère moderne souffre d'une pandémie de fake news qui parasite les esprits, porte atteinte à l'honorabilité d'honnêtes citoyens et les expose à la vindicte populaire. Or, dans une société qui se veut ouverte, libre et démocratique, comme la nôtre, la liberté perd sa valeur morale chaque fois qu'elle s'affranchit de l'éthique de responsabilité. Alors, tout comme elle fait corps avec la liberté, la responsabilité, l'éthique de responsabilité est en effet inséparable de l'exercice de toute profession. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour ne pas trop vous ennuyer, dire simplement qu'au-delà de cette cérémonie qui nous réunit ici, l'excellence universitaire africaine, par le projet qu'elle porte, vient enrichir l'offre de formation de notre pays. Je voudrais féliciter les initiateurs, Dr Cheikh Kanté, et tout ce corps professoral émérite qui donne la consistance de cette formation. Les cursus proposés sont divers, allant des classes préparatoires à l'école d'ingénieurs, en passant par les filières de management, de finance, de comptabilité, de contrôle, d'audit et de fiscalité, entre autres. Ce large spectre donne une idée de l'ambition des promoteurs de l'excellence universitaire africaine, tout comme le partenariat noué avec des établissements universitaires de bonne réputation. Je n'oublie pas la Sorbonne, professeur Christian. Et je félicite donc naturellement Dr Cheikh Kanté, avec qui je partage le terroir de naissance, Fatick. Je félicite également ses associés. Oh, Fatickois, calmez-vous là. Je félicite également les associés de cette belle aventure universitaire. Et je forme le souhait que les enseignements disposés par l'excellence universitaire africaine s'inscrivent auprès de la nouvelle dynamique, la dynamique que nous voulons insuffler à notre système éducatif, un système de formation. Comme je l'ai déjà indiqué l'année dernière lors d'une réunion de travail avec la communauté universitaire. C'était en avril 2022. Si nous pouvons être fiers de nos acquis, disais-je, il faut en même temps interroger nos pratiques pour améliorer nos performances et faire en sorte que nos universités s'adaptent davantage aux réalités de leur temps. Il faut d'abord qu'elles soient numériques. Toutes, pas seulement l'université numérique du Sénégal, mais que les autres universités puissent également dispenser l'ensemble des cours en ligne. Et je pense en particulier à l'articulation encore insuffisante entre l'université, l'entreprise et les besoins du marché. À mon sens, notre système éducatif doit faire plus de place à l'enseignement technique et professionnel à travers les formations duales école-entreprise. C'est l'ambition que nous avons donnée
aux centres de formation technique et professionnelle et surtout aux ISEP qui sont les instituts professionnels d'enseignement, instituts supérieurs d'enseignement professionnel, plus exactement. C'est également le sens qu'il faut donner au fonds de financement de la formation professionnelle, qui est doté aujourd'hui de près de 40 milliards par an sur chaque budget. Mais c'est aussi la formation qualifiante au métier qui aidera à résoudre la question de l'employabilité des jeunes. Je sais que les mutations sont difficiles à conduire parce qu'elles bousculent les habitudes et remettent en cause les certitudes et les idées reçues. Mais le changement fait partie des dynamiques de l'histoire et il germe dans un état d'esprit réfractaire au statu quo, comme l'énonce le célèbre écrivain Pablo Coelho dans L'Alchimiste, qui est un ouvrage aussi que je vous recommande. Les grandes réalisations et innovations commencent par un état d'esprit qui ignore l'impossible. Et il faut croire en votre légende personnelle. Pour terminer, en fait j'en ai terminé, mais je ne peux pas ne pas remercier l'équipe des économistes du cercle des économistes français qui ont travaillé avec moi, M. Jean-Hervé Lorenzi, M. le professeur aussi Christian de Boissier, avec Dr Cherkante, à travers une task force sur laquelle depuis 4 ans je travaille avec eux pour donner du contenu scientifique aux énoncés politiques que je pose à la communauté internationale. Lorsque j'ai, pendant la présidence de l'Union africaine, posé le débat sur l'admission de l'Afrique au G20, certains nous prenaient pour des prétentieux, parce que jamais le débat n'a été posé. Alors que le plaidoyer était simple. Pourquoi le continent africain, qui en réalité, sur les mêmes critères, représente aujourd'hui la 8e économie mondiale en termes de PIB, 8e, je leur disais à la réunion du G7, pourquoi nous sommes que des invités? Nous devons avoir un fauteuil qui nous est réservé en tant que membres. Parce qu'on dit les 20 premières économies, nous sommes 8e et nous ne sommes pas là. Pourquoi? Donc ça c'est un problème qu'il faut résoudre. Il faut de l'inclusion, il faut également de la justice. Par ailleurs, nous sommes 1,4 milliard de citoyens. Donc l'avenir se jouera nécessairement sur le continent africain. Nous avons un territoire de 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Je ne parle pas des autres richesses du continent. 60% des terres arables. La disponibilité de l'eau à des quantités phénoménales. Les fleuves les plus importants, quasiment à part l'Amazone, sont africains. Le fleuve Congo, à lui tout seul, peut régler la question de l'électricité du continent. Donc les raisons étaient nombreuses, mais il faut se féliciter vraiment de l'évolution des mentalités. En d'autres temps, jamais en une année, on pourrait faire ce plaidoyer et obtenir le résultat qui va être acté au mois de novembre prochain en Inde pour que l'Afrique puisse disposer d'un siège permanent comme membre à part entière du G20. Et nous avons engagé, bien sûr, la bataille pour la gouvernance, la réforme de la gouvernance mondiale et financière. Puisque vous l'avez rappelé, ces institutions qui nous gouvernent, qui font qu'il y a une surveillance multilatérale extrêmement difficile pour les États en développement, où on nous impose les mêmes critères de déficit que les pays en développement qui existent depuis 200 ans. Il y avait quelque chose d'incohérent. Les pays récemment indépendants puissent être placés au même niveau que l'Europe, les États-Unis, avec les mêmes cibles de déficit, alors que nous n'avons même pas les mêmes plafonds d'endettement. Comment évoluer dans un tel corset, malgré nos volontés, notre résilience?
c'est le système qui ne nous permet pas de nous en sortir. Et ce système, il faut le réformer. Il faut le réformer d'autant plus que si on ne le fait pas, les pays vont choisir la voie de la libération. Et ça a commencé, le mouvement a commencé avec les BRICS. Aujourd'hui, les BRICS, c'est un PUB presque supérieur au G7. Et il y a un appel d'air, parce qu'on parle des BRICS+. Et beaucoup de pays ont une tendance à aller vers ce courant, mais je pense que pour nous, il ne s'agit pas d'un jeu d'appartenance, mais il faut justement arrêter cette tendance et cette volonté des pays nécessairement à aller vers un bloc contre un autre. Il faut donc que le bloc que nous partageons ensemble puisse se réformer, puisse faire plus de place aux autres, puisqu'il est clair qu'en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, très peu de pays, les 2/3 des pays de la planète n'étaient pas indépendants. Donc ils n'étaient pas autour de la table quand on définissait les règles. Les règles, par conséquent, ne sont pas appropriées pour eux. Et c'est tout le sens du combat que nous menons et que nous allons continuer à mener au-delà, moi, de mes fonctions de président de la République, que j'ai décidé d'arrêter le mois d'avril 2024. Ce combat et ce plaidoyer va se poursuivre avec tous les esprits positifs, et Dieu sait qu'il y en a, au nord comme au sud, et à l'ouest comme à l'est. Il faut donc ensemble, tous ceux-là qui sont pour une humanité réconciliée avec elle-même, puissent travailler pour changer les règles, et j'espère que nous y arriverons. Je vous remercie de votre aimable attention.